Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. 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 Première des choses, vous avez amorcé le projet final. On va faire un petit tour de table, voir si vous avez des questions, des insultes ou autres. Tout va bien? Yes. Yes. J'en ai une sur 12, sur 13. Bravo. Les autres, ça va bien? Oui. Oui? Oui. OK. Excellent. Donc, aujourd'hui, on a deux modules à voir. En fait, un qui traite de la mise en page et de l'impression en espace papier, puis un autre, comment reproduire des élévations et donc quelques petits trucs pour faire des élévations. Donc, premier module, c'est le module 10 qui, comme je le disais, traite de l'impression et de la mise en page en format en espace papier. Donc, premier truc qu'on regarde, qu'on constate quand on travaille avec AutoCAD, c'est qu'il y a vraiment deux espaces distincts l'un de l'autre. À venir jusqu'à maintenant, on a travaillé toujours ce qu'on appelle dans l'espace ou le mode objet. Le mode objet, c'est là, c'est notre écran graphique, c'est là qu'on dessine nos objets en vraie grandeur. Donc, si je dessine une pièce de 10 pieds par 10 pieds, elle mesure effectivement la grandeur réelle. Donc, ça, c'est le mode objet. On va passer en mode papier ou sur la mise en page sur laquelle là, on passe dans l'interface où on va avoir une feuille de papier, le format qu'on va choisir. Donc, ça peut être une feuille 8 lignes par 11, 11 par 17. Et les autres formats qu'on peut utiliser pour faire des jeux de plans. Ceci étant dit, c'est que là, on va travailler vraiment sur l'espace réel, format papier. Donc, l'espace qui est constitué va vraiment mesurer la dimension de notre feuille. D'où, vous savez, vous travaillez avec des règles triangulaires. Donc, les règles triangulaires nous permettent de mettre à l'échelle les dessins pour les faire entrer sur une mise en page au format qu'on a besoin. C'est le même principe dans AutoCAD. On va se servir de la règle triangulaire, en fait, qui va ajuster le plan, donc soit le réduire pour le faire entrer ou s'arranger pour qu'on puisse l'imprimer sur le format de page qu'on a besoin. Donc, ça, c'est le premier truc. On a vu que dans la gestion de nos calques, on peut allumer et éteindre des éléments. Bien, ça va être la même chose dans nos mises en page. On va pouvoir imprimer. On va pouvoir faire le nombre de mises en page qu'on a besoin pour imprimer ou préparer l'impression de nos différents plans. Donc, si on veut imprimer, exemple, un plan de l'existant sans le mobilier, on va pouvoir le faire. Donc, imprimer une carcasse vide, on peut le faire. On peut imprimer notre plan d'aménagement en allumant, en éteignant nos calques. Et ce, sur chacune de nos mises en page, on va pouvoir les traiter de façon distincte pour pouvoir avoir le résultat final quand viendra le temps de l'imprimer. Donc, on peut préparer à l'avance nos mises en page, continuer à travailler dans notre mode objet, nos plans, puis quand il vient le temps d'imprimer, nos mises en page sont déjà amorcées et on va pouvoir les imprimer au format qu'on a besoin avec l'échelle qu'on veut. Donc, l'espace papier, on a deux calques principaux qu'on va utiliser. C'est en fait le calque présentation fenêtre. Ce calque-là a la particularité de ne pas s'imprimer. Donc, on va faire une fenêtre d'encadrement et dans laquelle on va ajuster, on va faire un zoom sur notre plan pour pouvoir voir notre plan à l'échelle qu'on a besoin. Donc, ce calque-là va être utile pour tracer, ni plus ni moins, notre fenêtre de présentation. Et on aura un calque présentation texte sur lequel on va venir soit insérer des notes générales, des légendes, des annotations qu'on pourrait faire directement sur la feuille de papier.
Donc, on va voir là, dans le bas de notre écran, dans AutoCAD, on a complètement à gauche le mode objet, puis à côté, on a des petits onglets qui nous, en fait, on ne les a pas utilisés à venir jusqu'à maintenant, c'est nos différentes mises en page. Donc, le gabarit qu'on vous fournit comporte plusieurs mises en page, plusieurs formats de papier, et c'est à nous de choisir sur quelle dimension de papier on veut imprimer. Donc, dans le cas présent, dans l'exemple ici, si on clique sur tabloïd cartouche horizontale, c'est un format 11-17 avec le cartouche, en fait, une zone de texte dans laquelle on va venir inscrire les données de notre client, le titre du dessin, le numéro de la page, l'échelle et toutes les informations requises pour le projet. Je vais juste monter mon petit tableau. Voilà. Une fois qu'on va avoir fait notre fenêtre de présentation à l'aide de l'onglet Présentation, on va pouvoir entrer dans la fenêtre de présentation pour allumer et éteindre des calques et basculer en mode papier, en mode objet au besoin pour pouvoir faire nos mises en page. Donc, je vais commencer tout de suite la présentation dans le cadre de ces trois diapos-là. Donc, si j'ai pris l'exemple du TP1 Suite, on pourrait prendre n'importe quel des dessins qu'on a amorcés pour faire la démo. Donc, ici, complètement en bas à gauche, vous voyez le mode objet. Donc, on est présentement sur le dessin même, on est en train de dessiner, parfait. On voit les onglets format lettres, tabloïd, cartouche horizontale, cartouche sur le côté droit, puis on a aussi un format 11-17 à la verticale, donc en format portrait. Donc, c'est à nous de choisir quel type d'impression on veut faire, quel format de feuille on veut. Donc, dans le cas présent, j'ai utilisé tabloïd, cartouche horizontale. Donc, là, si vous voyez, j'ai un plan qui apparaît. J'ai fait une simulation préalable, donc je vais juste enlever ma fenêtre de présentation. Normalement, c'est ce qu'on retrouve quand on ouvre nos dessins. Donc, comme je disais tantôt, on a un cartouche, donc on peut faire un zoom pour aller voir ce qui se passe là-dedans. Donc, on a le logo du cégep, on a une zone client, une zone projet. Après ça, on a le nom du dessin dessiné par, on va indiquer l'échelle, la date et le numéro de la page sur laquelle on va identifier les numéros de nos pages. Donc, chaque zone de texte est éditable en tout temps. C'est bizarre, est-ce que ça lag un peu de votre côté, mon écran? Oui. Oui, hein? OK. Particulier, OK. Donc, juste une petite seconde, je vais faire un petit test là, parce que j'aime pas vraiment l'aspect que j'ai présentement. On va essayer ça comme ça maintenant. OK. Donc, le cartouche, bon, ça fait la même chose. Hein. Le cartouche, quand on l'a à l'écran, si on veut entrer les données, en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est de double-cliquer sur le cartouche proprement dit. Et là, on peut aller entrer à l'intérieur et inscrire les valeurs qu'on a besoin. Donc, la zone client, je peux agrandir mes petites fenêtres là, pour vous montrer le texte. Donc, en tout temps, là, je peux agrandir les colonnes. OK? Donc, le nom du client, c'est la première information qu'on retrouve. Après ça, on a l'adresse et autres coordonnées s'il y a lieu. Nom du projet, coordonnées. Donc, on a 3 lignes pour écrire les informations du projet selon l'information qu'on a quand on fait notre projet. Le nom du dessin. Donc, la zone nom de dessin, c'est la zone qui est ici. Par exemple, si je viens écrire plan de l'existant, vous voyez, automatiquement, ça vient s'inscrire dans le cartouche. Donc, chaque zone peut être éditée et corrigée selon les besoins du projet. OK, donc dans le cas présent, je vais me faire un plan à l'échelle d'un quart de pouce est égal à 1 pied. Je peux écrire l'échelle à laquelle le plan va être imprimé.
dessiner par. Donc, je peux inscrire toutes les informations que je veux à l'intérieur. OK? Donc, en tout temps, si j'ai oublié quelque chose ou j'ai fait une erreur, je n'ai tout simplement qu'à redouble-cliquer sur la zone de texte ou même le cartouche et j'ai accès à toutes les informations pour pouvoir les modifier au besoin. Donc, en tout temps, hyper rapide, je peux retourner, modifier les informations qui sont à l'intérieur. Est-ce que ça va pour le cartouche? Oui? Non? Peut-être? Est-ce que vous m'entendez? OK. Je vous ai dit, on a 2 calques pour travailler sur les mises en page. En fait, les 2 principaux qu'on va utiliser, présentation fenêtre, présentation texte. Donc, si j'active mon calque présentation fenêtre, je veux aller me faire une fenêtre pour définir mon plan. Dites-vous, quand on est en mode papier, je vois dans le bas de mon écran, c'est écrit, là, je suis en mode papier. Ça veut dire que je suis sur l'espace pour imprimer mes mises en page. Ben, ni plus ni moins, c'est comme si je déroulais un rouleau de papier opaque sur mon plan. La preuve, je ne vois plus mon plan. Et en faisant une fenêtre de présentation, donc je vais cliquer sur présentation, je vais utiliser fenêtre de présentation rectangulaire et je vais, pour l'instant, faire une fenêtre pleine grandeur à l'intérieur de mon cartouche ici, donc d'un coin à l'autre. Et automatiquement, AutoCAD vous montre ce qui se passe en mode objet. Donc, c'est comme si je faisais un trou dans ma feuille puis je voyais mon plan en arrière. C'est un peu l'astuce de la chose. Une fois que ma mise en page est amorcée, puis ma fenêtre de présentation est faite, si je veux basculer en mode objet, j'ai 2 choix. Je peux cliquer dans le bas de mon écran, cliquer sur papier ici, il va entrer automatiquement dans ma fenêtre. Vous voyez, l'encadré est devenu plus large. Je suis présentement dans ma fenêtre et là, je pourrais dessiner, je pourrais modifier mon plan sans problème. C'est la même chose que mon dessin de départ. Et si je revenais en mode objet ici, c'est la même chose. Donc, j'ai toujours mon plan est toujours là. Donc, je peux passer à ma mise en page en un clic, continuer les opérations que je suis en train de faire dans ma mise en page et basculer en mode objet pour aller modifier, continuer mes plans sans problème. Okay? Donc, les 2 modes vont être enregistrés dans mon dessin que j'ai ouvert précédemment et les 2 entités sont intégrées les uns aux autres. OK? Donc, ça veut dire que ma fenêtre de présentation que je viens d'ouvrir ici, si je veux placer une échelle correspondante à ce que je veux avoir, donc dans le cas présent, je vais aller chercher mon échelle annotative ici, je veux la placer à 1/4 de pouce égale 1 pied. Vous allez voir le plan. Le plan semble avoir grossi, mais en fait, c'est juste qu'à l'échelle 1/4 de pouce égale 1 pied, mon plan prend beaucoup plus de place. Il est plus gros, effectivement, avec ce zoom-là ou avec cette échelle-là. Okay? Donc, on peut toujours faire des tests avant d'imprimer. Dire, OK, je vais voir si à une échelle plus grande, mon plan entre dans ma page. Je pourrais même aller jusqu'à 3,8 pour ce plan-là. Par contre, si j'essayais à 1/2, bien là, on s'apercevrait que à 1/2 pouce égale 1 pied, ça me prendrait une feuille beaucoup plus grande pour pouvoir imprimer ce plan-là. OK? Donc, rapidement, je peux faire des tests d'impression et choisir l'échelle que je veux avoir. Donc, dans le cas présent, moi, c'était 1/4 de pouce égale 1 pied. Mon plan, ça me laisse de la place pour faire des légendes, d'écrire du texte s'il y a lieu. OK? Donc, selon les critères exigés, je peux placer mon échelle. L'important là-dedans, c'est que quand vous avez placé votre échelle, puis il correspond à vos critères, on va placer un petit cadenas ici pour verrouiller mon échelle annotative. Donc maintenant, là, même si je fais des zooms ou quoi que ce soit, mon échelle ne bougera pas. Okay? Donc, si jamais vous oubliez de le mettre, votre petit cadenas, vous allez en apercevoir assez vite parce que vous allez faire des zooms, puis là, votre plan va réduire, hein, ma mise en page, elle se défait. Ben, en fait, c'est qu'une fois que j'ai placé mon échelle et
je suis satisfait. Je viens tout de suite mettre mon petit cadenas, ça va verrouiller la chose et mon plan ne bougera plus. OK? Donc, ça va jusque-là? Oui. Chacune des mises en page, je pourrais la recopier. On va voir là, dans les prochaines diapos. Là, on peut recopier nos mises en page si j'ai à faire plusieurs pages dans mon jeu de plan. Mais si on commence par celle-ci, vous savez qu'on peut allumer, éteindre des calques, bien, on peut le faire à l'intérieur de ma fenêtre aussi. C'est-à-dire que si dans mon premier plan, je ne voulais pas voir mon mobilier, je pourrais prendre mon petit flocon qui est ici et je vais aller sélectionner mon calque et je peux ainsi allumer, éteindre des éléments. Donc, au besoin, selon les critères de l'impression que je veux faire, bien, je vais allumer, éteindre les différents calques pour faire ma mise en page. Et regardez bien, là, si là, je suis sur la mise en page. Donc, je vais revenir sur mon mode papier pour pouvoir changer mon cartouche. Donc, je peux double-cliquer à côté de mon plan. Je reviens, je peux sélectionner mon cartouche. Je suis en mode papier. Là, j'ai éteint des calques. Vous avez remarqué, si je passe en mode objet pour aller continuer mon dessin, vous allez voir que les calques ne sont pas éteints. Ils sont éteints seulement dans ma fenêtre de présentation. Donc, je peux continuer à travailler en mode objet en tout temps et revenir sur mes mises en page pour les imprimer. OK? Donc, ça veut dire que les mises en page, le mode objet sont totalement indépendants, mais ils sont imbriqués un dans l'autre quand je sauvegarde mon fichier au final. Ça va jusque-là? Oui. Excellent. Donc, j'ai déjà amorcé les prochaines diapos. Hein. Donc, on voit ici qu'on active notre échelle, on fait notre zoom sur notre plan, on vient verrouiller. Donc, c'est vraiment ce que je viens de mentionner. On peut allumer, éteindre des calques. Donc, avec l'onglet, avec le petit logo, avec le petit flocon, il faut que je sois à l'intérieur de ma fenêtre. Donc, il faut que je passe en mode objet dans ma fenêtre. Et là, je viens sélectionner mes objets. Ça, je peux le faire de façon visuelle. Mais quand on est habitué avec les calques, si vous voulez, vous pouvez les éteindre aussi de façon systématique dans votre tableau de calque. Et on va aller voir, on nous indique ici qu'il y a une façon de les éteindre à l'aide des noms ou à l'aide en cliquant sur l'objet. Okay? Donc, si on regarde dans AutoCAD, qu'est-ce que ça veut dire? Je retourne dans ma mise en page. Évidemment, il faut que je sois à l'intérieur de ma fenêtre. Donc, je double-clique à l'intérieur. Là, je peux gérer mes calques. On a dit, avec le flocon, je peux les sélectionner en cliquant dessus. L'autre méthode, si je clique sur ma fenêtre de calque ici, bien, je peux allumer et éteindre mes calques juste avec les noms si je les connais. Donc, une fois qu'on est habitué, bien là, on peut aller dans notre liste puis les éteindre. Vous allez remarquer que vous avez trois icônes, en fait. Le premier, activer, désactiver un calque, on le sait, ça l'allume, ça l'éteint, mais ça l'éteint partout. Ça veut dire que ça va l'éteindre en mode objet, ça va l'éteindre dans ma mise en page, ça va l'éteindre partout, donc il ne sera pas disponible. OK? Donc, pas très utile quand je fais mes mises en page. Le soleil est gelé, même principe, et encore plus, le logiciel ne les traite plus avec le deuxième. Donc, on va se servir de ça si on fait du 3D. Le troisième icône, et non le moindre, quand je suis à l'intérieur de ma fenêtre, il nous indique qu'il gèle ou il libère un calque dans la fenêtre courante. Donc, ça veut dire que dans cette fenêtre-là seulement, je peux allumer, éteindre un élément. La preuve, vous voyez, le petit flocon est allumé et il est là. Donc, si je clique dessus, mon calque est revenu. OK? Donc, je peux, en tout temps, revenir dans ma liste, dire, ah, j'ai fait une erreur, finalement, je voulais les voir, je peux les rallumer au besoin. OK? Donc, je peux passer par mon tableau de calque par les noms ou à l'aide de mon petit flocon si j'y vais de façon visuelle et ponctuelle. Donc, ça, c'est ce qu'on nous indique dans cette diapo. La prochaine, bon, niveau du cartouche, ça aussi, j'ai déjà fait, donc je prends de l'avance finalement. Donc,
chaque information qui sont incluses dans mon cartouche. Je peux soit cliquer sur le cartouche, mon tableau va s'ouvrir. Sinon, je peux cliquer sur les petits points ou sur un texte qui est déjà écrit. Donc, tout ce qui est en jaune, là, quand je clique dessus, ça va m'amener automatiquement à la bonne zone de texte à éditer. Okay? Si je clique sur le cartouche, une ligne n'importe laquelle, ça va m'ouvrir le tableau au complet, tandis que si je clique sur le texte proprement dit en jaune, il va m'amener automatiquement au bon endroit, puis je peux aller changer cette zone-là au besoin. Okay? Donc, ça, c'est pour le cartouche. Renommer, supprimer les présentations. À quoi ça sert? Bien, en fait, c'est que, imaginez que dans un jeu de plans, je veux faire un plan d'existant, un plan d'aménagement, éventuellement un plan défini. Bien, je vais prendre ma mise en page, puisque dans un jeu de plans, toutes mes pages ont le même format, évidemment. Donc, l'idée, c'est de recopier notre mise en page à l'aide de l'onglet « Recopier » et « ou supprimer ». Donc, si je retourne dans AutoCAD, je le sais que mon jeu de plan, moi, c'est le format tabloïd cartouche horizontale. Si je clique bouton droit de souris sur l'onglet même, je peux copier ou déplacer une mise en page. Je peux la renommer. Donc, je pourrais même dire, ah, moi, je ne veux plus qu'elle s'appelle tabloïd. Je vais lui donner comme nom plutôt plan de l'existant. Je vais lui donner vraiment les noms représentatifs de mes pages. Je peux les renommer. Puis si j'ai fait une erreur puis je ne la veux plus, ma mise en page, bien, je peux les supprimer. Donc, dans un jeu de plan, pour éviter les erreurs, bien souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la mise en page qu'on va utiliser, puis toutes les autres qui ne sont pas nécessaires, bien, on peut les supprimer. Donc, je sais que moi, dans mon projet, format lettre, une fois que j'ai terminé mon projet, format lettre, je ne le veux pas, je peux le supprimer. Et ce, en cliquant sur l'onglet, j'ai accès aux différentes options. Okay? Donc, si je veux la copier, je sélectionne ma mise en page que je veux copier. Je clique « Créer une copie ». Je peux même lui dire de le positionner à la fin si je veux. Si je fais OK, bien, vous voyez, il a mis un petit 2 à côté. Elle est identique en tout point. Donc, si je clique dessus, j'ai exactement la même mise en page, le même texte est écrit dedans, j'ai le même plan. Il est placé exactement au même endroit. À moi de renommer mon onglet, puis d'activer, désactiver les calques selon ce que j'ai besoin dans ma fenêtre. Ici, un petit élément de révision. En fait, la table de tracé, est-ce que vous l'avez incorporée dans votre interface? Le fichier CTB? Oui. Oui. Donc, ça, si vous l'avez déjà fait, tant mieux. Ce n'est pas à refaire, donc c'est déjà fait. Ça veut dire que quand il va venir le temps d'imprimer, juste pour vous faire une petite démo, là, je vais aller dans le gestionnaire de mise en page. Bien, on va s'apercevoir que ma table de tracé, elle est là. Donc, une fois que vous l'avez incorporée dans votre interface, elle va toujours être là, toujours disponible. Donc, on n'a pas besoin de le refaire. On a rajouté cette capsule-là ou cette diapo-là pour ceux et celles qui ne l'avaient pas insérée. Faites juste attention, j'ai remarqué que dans les diapos à Sylvie, on parle de CVM 2018, puis moi, le fichier que je vous ai transféré, c'est le 2017. Je vous explique, je vous fais la parenthèse là-dessus. Je vous ai donné le fichier 2017 parce que c'est celui-là qui est installé si vous allez travailler au CRD, au Cégep, la session prochaine. Le fichier qui est déjà sur les postes au Cégep, bien, en fait, c'est le 2017 qui est là, puis les gabarits sont faits en lien avec ça. Donc, on n'a pas à se casser la tête quand on va au Cégep. Le fichier est déjà là. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné le 2017, puisque vous avez exactement la même interface que celle qu'on a au Cégep. OK? Donc, le chiffre importe peu. L'idée, c'est que la mise en page, puis que AutoCAD, quand j'imprime, il sait que rouge, c'est 0,009 mm, bien, il va imprimer toutes vos couleurs selon les traits établis par
le département de design intérieur. Donc, faites-vous-en pas. Si vous posez la question pourquoi c'est écrit 2018, c'est normal. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que vous ayez vraiment l'interface du cégep. Donc, je vous ai donné le fichier. Donc, la date importe peu. Le fichier que vous avez dans Léa, c'est le 2017, puis il est en lien avec votre gabarit. Faites-vous-en pas. OK? Donc, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, gestionnaire de mise en page va me permettre de sélectionner si j'ai une imprimante, si je veux imprimer en PDF, je peux aller sélectionner mon imprimante. Puis c'est là aussi qu'on voit si notre table de tracé est disponible ou pas. OK? Donc, quand je vous ai fait la petite simulation, ben, c'est exactement ça. Je suis allé dans mon gestionnaire de mise en page, j'ai cliqué sur modifier. Je peux aller choisir. Si vous avez une imprimante à la maison, vous pouvez aller choisir votre imprimante. Si vous avez une imprimante 11-17, tant mieux. Sinon, si vous avez une imprimante 8,5 par 11, ben, on utiliserait le format lettre à ce moment-là pour faire nos mises en page. Mais vous pourriez choisir votre imprimante, puis lui dire que vous imprimez en CBN 2017. Il va transférer vos couleurs en épaisseur de ligne quand vous allez imprimer. OK? Donc, ça, c'est la petite simulation pour voir si notre table de tracé est disponible ou pas. Donc, voilà. Au niveau de la mise en page, donc, comme j'ai mentionné, vous allez pouvoir choisir soit une imprimante, ou même lui dire que vous voulez imprimer en PDF. Vous allez choisir votre format de page, puis on va lui dire comment imprimer. OK? Donc, ce qu'on veut faire, en le fond, c'est que le cartouche, ma feuille soit bien centrée dans mon format de page, que ce soit un 11-17 ou peu importe, je veux que ça soit centré. Donc, je vais faire une fenêtre, je vais lui demander de le centrer. Mon échelle, quand je suis en papier, et là, je le sais, il y en a plusieurs qui me le disent à chaque fois. Hey, ça porte à confusion. L'échelle est à 1 pour 1, pourtant mon plan est à 1/4. Dites-vous que l'échelle est inclue dans ma fenêtre de présentation, mais ici, on parle de la feuille qu'on imprime. OK? Donc, ce qu'il y a dans la fenêtre de présentation n'a aucun lien avec ce qu'on imprime présentement, dans le sens où ma feuille est toujours à l'échelle 1 pour 1. La preuve, si je la mesurais, je vais aller faire le test, la feuille mesure bien 11 par 17 ou 8,5 par 11 selon le cas. OK? Donc, l'échelle, quand j'imprime la page comme telle, c'est 1 pour 1. OK? L'orientation du papier, donc si j'ai une feuille à la verticale, c'est portrait. Si j'ai une feuille à l'horizontale, paysage. Puis ma table de tracé, évidemment. Donc, allons voir ce que ça donne, ce truc-là. Donc, si je m'en viens ici, gestionnaire de mise en page, je viens faire modifier. Là, je n'ai pas donné de nom encore à mes onglets, mais ça viendra. Donc, ici, je peux lui dire, OK, je vais imprimer en PDF, par contre, par exemple. Donc, Adobe, non, je vais prendre AutoCAD to PDF. Donc, normalement, vous avez installé la version AutoCAD 2020, vous avez DWG to PDF. Donc, si je prends ça, il va imprimer mon plan en format PDF. Je viens choisir mon format de papier. Je viens sélectionner fenêtre et avec ma souris, je vais venir cliquer d'un coin à l'autre, donc d'une extrémité à l'autre de mon cadre blanc, c'est en fait ma feuille de papier. Je lui demande de le centrer. Ici, si ce n'est pas le cas, on va choisir l'échelle 1 pour 1. Je vais lui demander d'imprimer en CBN 2017, donc ma table de tracé. Donc, là, si jamais elle n'est pas là, vous pouvez aller la sélectionner. Et on choisit l'orientation de notre papier. Toujours bon de faire un aperçu quand je fais une impression. Donc, si je fais aperçu, est-ce qu'on lui a demandé de centrer la chose? Oui. J'imagine que la marge du PDF est un petit peu plus petite. Donc, faisons un petit test. Oui. OK. Donc, ne vous en faites pas s'il y a une petite ligne qui n'apparaît pas. Là, moi, ce que je lui ai demandé, c'est de l'imprimer à la taille du papier. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ma feuille 11-17 puis il l'a imprimé en 11-17 ici. Donc, il
c'est arrangé pour que ça rentre sur ma page. Et je clique sur paysage pour faire ma mise en page. OK. Donc, je suis dans le gestionnaire de mise en page présentement. Ça ne l'imprime pas, ça fait juste préparer la chose. OK? Donc, si je fais fermer, il n'y a rien qui s'imprime, mais il sait maintenant que cette mise en page-là est prête à être imprimée en PDF, en format 11x17, centré. Copier ou déplacer une mise en page, je l'ai montré. Donc, on peut dupliquer nos mises en page, puis on peut évidemment les renommer selon le titre de notre dessin. OK? Donc, dans le cas présent, si, exemple, cet onglet-là représente mon plan de l'existant, ben, je peux le renommer. Je peux inscrire. Donc, je vois tout de suite sur mon onglet apparaître le nom de ma page. Ma deuxième page pourrait être mon plan d'aménagement, par exemple. Et là, je peux passer d'une page à l'autre au besoin. Et comme ça, ben, mon onglet représente ce que je vais voir sur ma page. OK? Tous les autres onglets, si vous n'en avez pas de besoin, on sait qu'on peut les supprimer. Donc, ça va. Et imprimer. Donc, vous avez tous les outils avec ce PowerPoint-là pour générer vos mises en page, allumer et éteindre vos calques et préparer l'impression de votre jeu de plan en PDF si le besoin est. Est-ce que ça va? Oui? Non? Peut-être? Oui. Okay. Oui. Vous avez vu dans les autres modules, on a des blocs qui sont incorporés dans nos gabarits. Bon, évidemment, quand j'ai juste un plan sur ma page, il n'est pas nécessaire d'insérer une bulle de titre puisque le titre du dessin correspond au plan que j'ai sur ma page. Par contre, ça peut arriver dans des situations un petit peu plus complexes où j'ai plusieurs vues sur ma mise en page, bien là, à ce moment-là, je vais venir mettre une bulle de texte. Donc, je vous montre l'exemple. Je vais aller activer mon calque présentation texte. Je vais aller dans l'onglet Insérer. Et dans mon dessin courant, normalement, je devrais avoir les différents blocs. Donc, on voit les mises en page sont là, parfait. Vous avez des symboles graphiques pour les pièces, les symboles de détail, les hauteurs de plafond, et on en a un qui s'appelle titre sous dessin. Donc, si j'insère ça, je suis sur le papier présentement, je vais venir m'aligner avec mon plan. C'est un bloc qui est muni d'attributs. Là, on a vu ça dans les modules précédents. Donc, je vais inscrire l'échelle, je vais inscrire le nom du plan. Ce sera, par exemple, le plan de la page descend. Donc, en dessin à l'intérieur, tous les plans vont commencer par la lettre D. Donc, la lettre identifie le regroupement, en fait. Donc, dans notre cas, c'est design intérieur. S'il y avait un A, ça serait pour architecture, I pour ingénieur, etc. Donc, on peut avoir plusieurs appellations de plans selon celui qui traite la chose. Donc, nous, c'est design intérieur, d'où le petit D. Identification du plan comme tel. Si j'ai 1, 2, 3 plans sur ma page, je peux les nommer. Donc, plusieurs vont les appeler P1, P2, P3. Moi, je les nomme, par exemple, c'est mon plan numéro 1. Si je fais OK, on voit ma bulle ici qui apparaît. Donc, j'ai l'identification du dessin 1. Sur la page descend, j'ai le titre de mon plan et en dessous, j'ai une petite ligne qui est éditable. C'est-à-dire que si mon titre est très, très long, ben, je vais vouloir ajuster la ligne. Ben, j'ai juste à cliquer dessus une fois qu'il est inséré et je prends ma petite flèche puis je viens tout simplement l'étirer au besoin pour faire correspondre. Oups, j'ai cliqué mon objet d'accrochage et
Je ne sais pas pourquoi, mais mon écran bug un peu. Donc, je vais prendre ma petite flèche. Je vais venir tout simplement étirer la ligne en fonction de mon titre. Donc, je peux identifier les plans, les élévations, les coupes, peu importe le titre du dessin, je peux l'identifier de cette façon-là. OK? Donc, voilà les principes de base pour faire les mises en page. Évidemment, n'oubliez pas, si vous avez fait votre dessin à une certaine échelle, on est en mode objet. Quand on le sait à l'avance, puis on sait que ce plan-là va être à l'échelle 1/4 de pouce égale 1 pied, dès que je fais des cotations, que je mets du texte, etc., je viens tout de suite placer mon échelle annotative en fonction de ce que j'ai besoin. Okay? Fait que moi, quand je commence un projet, je vois la dimension de mon plan, je vais faire tout de suite un test. On le sait, c'est rapide, là. Une fois que mon contour est fait, je peux aller voir sur ma mise en page, je me fais une fenêtre de présentation, puis là, je vais voir à quelle échelle je peux ajuster mon plan. Donc, je fais un premier test. Là, je me rends compte que mon plan, par exemple, je vais le faire à l'échelle 1/4 de pouce égale 1 pied. Bien, avant même de faire du texte, des cotes, des symboles, je viens placer mon échelle. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va définir la grosseur de mon texte, la grosseur des symboles annotatifs. Donc, dès que vous êtes en train de coter ou écrire, ben, il est préférable d'ajuster notre échelle. Je ne dis pas qu'on ne peut pas la changer par la suite, mais aussi bien garder en tête que dès que vous savez que vous allez l'imprimer à une certaine échelle, placez votre échelle tout de suite. Comme ça va vous éviter d'avoir à modifier les échelles annotatives. On l'a vu dans les modules, on peut les changer en tout temps. C'est comme les calques. Si j'ai fait une erreur dans mes calques, je peux les changer en cours de route, mais dites-vous que la méthode la plus efficace de gérer un dessin, c'est de toujours ajuster notre échelle annotative en premier lieu avant de. C'est comme si j'ai à dessiner un mur, une cloison, je vais aller activer mon calque tout de suite. C'est le même principe si j'ai à coter ou à mettre des annotations. OK? Donc, voilà pour la petite démo pour les mises en page. On reviendra en cours de route pour si vous avez plusieurs pages à imprimer. Donc, à la fin du cours 12, on pourra imprimer le projet final. On fera une simulation d'impression à l'aide de publié par l'eau ou tracé par l'eau. Donc, on peut imprimer plusieurs pages en même temps en un clic. Donc, on verra ça à ce moment-là. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui. Est-ce que vous voulez que je fasse tout de suite le prochain module ou vous voulez pratiquer ça? Ou essayer ça pour voir si vous avez des questions en cours de route? J'ai pas de réponse. Vous pouvez continuer avec le prochain module. Puis, Parfait. Excellent. Donc, je vais aller chercher le module suivant. Donc, module 11, les élévations. Donc, bien que les élévations pour le projet, c'est formatif, donc on tenait à vous montrer les étapes pour tracer les élévations, donc donner des lignes de guide, en fait, pour vous aider à faire les élévations, l'utilisation des bulles de renvoi, quel calque on utilise, etc. Donc, la table des matières, c'est la suivante. Donc, quand vous faites une élévation, on a plusieurs types d'élévations possibles. On a des élévations qu'on appelle conceptuelles, puis on a des élévations qu'on appelle techniques. Donc, les conceptuelles, c'est en fait les élévations qu'on va
représenter graphiquement tout ce qu'on voit. On va même positionner des personnages, des textures, qu'est-ce que je cherche comme mot? En fait, tous les éléments, les garnitures de fenêtres, etc. Donc, ça, c'est une élévation conceptuelle. OK? Dans le cas d'une élévation technique, c'est plus l'ossature, c'est plus la construction, c'est les cloisons, c'est les plinthes, c'est les fenêtres. Donc, c'est les éléments de construction qu'on va représenter. Donc, on ne va pas représenter tous les éléments mobiles dans une élévation technique quand on va faire notre jeu de plan, par exemple, en production de dessin d'exécution. OK? Donc, deux types d'élévation. Oui, on peut les faire sur AutoCAD, les deux. Il s'agit de bien gérer nos calques, puis on peut allumer et éteindre les différents éléments en fonction de ce qu'on veut imprimer. Donc, conceptuel, tous les éléments mobiles, etc. Élévation technique, plus l'ossature avec les cloisons et les appareils sanitaires. Donc, quand vous faites une élévation, donc, bien qu'on a rarement à faire des élévations déployées, on tenait à vous montrer la différence entre une élévation standard et une élévation déployée. Une élévation standard, c'est que si j'ai un plan j'ai un mur qui est à angle, évidemment, quand je me place face à mon mur, les dimensions que je vois ne sont pas réelles pour les plans, pour les murs qui sont ou les cloisons qui sont inclinés ou à angle. La preuve, c'est que quand je fais une élévation, je prends les arêtes puis je viens les descendre. OK? Donc, ça veut dire que si j'ai un coin de mur ici, puis je descends une ligne guide, ça me donne la position de ma paroi verticale. J'ai une intersection, je viens descendre ma ligne. J'ai une autre intersection, je descends ma ligne. Mais la distance que j'ai ici versus la distance que j'ai en angle est différente dans une élévation type. Pourquoi? Parce que quand je me place face à l'objet, c'est les dimensions que mon œil voit. OK? Dans une élévation déployée, c'est en fait une élévation qui va projeter les surfaces, puis c'est comme si je dépliais mon mur pour avoir les vraies dimensions. Mais il faut mentionner dans le titre que l'élévation est déployée. Pourquoi? Parce que la mesure, ce n'est pas la mesure que mon œil voit, c'est vraiment comme si je dépliais ma ligne puis je venais la tracer à 3 pieds. Donc, j'ai les dimensions réelles dans le cas d'une élévation déployée. OK? Donc, certains cas particuliers vont l'exiger. Pourquoi? Parce que j'ai un élément à installer, puis je veux pas avoir à faire 3-4 élévations dans mon projet. J'en fais seulement qu'une, puis je veux avoir les vraies dimensions. À ce moment-là, je vais utiliser l'élévation déployée. Est-ce que ça va la distinction entre les deux élévations? Oui. Oui, parfait. Les bulles de renvoi, on a vu une tantôt, la bulle de titre sous une élévation, sous un plan. J'ai en fait une bulle qui n'a pas de flèche, qui n'a rien, en fait. Je vais identifier l'identification de mon plan, de mon élévation ou quoi que ce soit. Puis, le chiffre qui est en bas, c'est en fait d'où provient cette élévation-là ou ce dessin-là. Okay? Dans le cas d'une élévation, la bulle va être placée en plan, puis la page sur laquelle mon élévation va être, si je n'ai pas assez de place pour le mettre sur la même page que mon plan, il va y avoir une page subséquente, donc je vais avoir une page différente. Et là, je dois faire la référence entre mes pages. Donc, dans mon plan, j'aurai une bulle avec une flèche qui va identifier, exemple, mon élévation 2. Puis, sur quelle page je vais retrouver mon élévation? Le chiffre qui va être inscrit en bas, c'est en fait d'où provient l'élévation. Puis dans mon plan, c'est où va être mon élévation. Donc, on verra l'utilisation de ça. La distinction entre une flèche pleine et une flèche vide, en fait, la flèche vide, c'est pour les élévations. La flèche pleine, c'est pour les coupes. OK? Donc, on verra la distinction entre les deux éléments. Mais graphiquement, si on voit sur un plan une flèche vide, c'est une élévation. Flèche pleine, c'est une coupe. Une bulle qui ne comporte ni ligne ni flèche, c'est pour identifier un détail. Okay? Donc, je veux faire
un plan agrandi, par exemple, d'une salle de bain, ben, je vais mettre une bulle pour dire, OK, va voir à la page 3, je vais avoir le détail agrandi là, de ma salle de bain, par exemple. OK? Donc, ça me permet de faire à ce moment-là un lien entre mes pages pour montrer que j'ai agrandi ou que je vais faire une vue plus détaillée de cette zone-là. OK? Donc, encore une fois, le chiffre qui est dans le bas, c'est toujours la destination. Donc, où est-ce que je vais retrouver ce détail-là? Puis sur ma page de détail, bien, le chiffre qui va être inscrit en bas, ça va lui dire hey, ça vient d'où ce détail-là? Ça vient de mon plan de construction, ça vient de mon plan d'aménagement, ça vient de mon plan de fini. Donc, ça me permet de faire un lien, une référence entre mes pages. Au niveau des calques qu'on va utiliser pour les élévations, donc dans votre gabarit de départ, bien souvent, vous allez avoir les calques d'existants. On le sait que éventuellement, ça va nous en prendre plus de calques. OK? Donc, on va, pour les élévations, on a fait une section élévation 0,9, 0,15, etc. C'est en fonction des couleurs. OK? Puis c'est le même principe, le calibrage, que je sois en plan ou en élévation, bien, plus les éléments sont près de moi, plus les lignes vont être épaisses. Plus je vais vers le rouge, ça veut dire que les éléments sont plus loin. OK? Donc, si je me place à un certain endroit dans ma pièce, puis j'ai un élément que je représente, puis il est très, très près de moi, bien, je vais pouvoir le mettre, par exemple, en vert, puis un élément qui va être de plus en plus loin, bien, je vais mettre jaune, rouge, et je peux jouer avec mes calibrages comme ça pour calibrer mon dessin. Évidemment, les lignes bleues, c'est la ligne de sol, c'est la ligne qui est complètement en bas de votre élévation. En cyan, c'est les lignes de contour de votre élévation, donc ni plus ni moins que votre cloison, votre plafond. Ça va être en cyan. Le contour de l'élévation sera en cyan. Puis tout ce qui est à l'intérieur de l'élévation, on va jouer avec nos calibrages en termes de distance. On a donné des exemples ici. Puis ça, c'est toujours à titre indicatif, mais dites-vous que si dans une pièce, j'ai plusieurs niveaux, puis je vois une porte qui est près de moi, puis j'ai une porte qui est plus loin de moi, bien à ce moment-là, ça se peut qu'il y en ait une qui soit en vert, puis l'autre soit en rouge, juste pour montrer qu'il y en a une qui est plus loin dans l'espace. Évidemment, vous allez avoir des calques pour les annotations, des calques pour les dimensions, puis les hachures si vous avez besoin de mettre des matériaux définis sur vos élévations. Donc, ça, c'est les calques qui seront fournis quand vous allez avoir à faire des élévations pour vos plans de fini, etc. La façon de produire une élévation, bien, en fait, c'est la bulle que je vais placer. Donc, prenons le petit dessin qui est ici en haut. Bien, mon observateur qui est en haut pour l'élévation 1 pointe le mur du haut. Mon observateur latéral ici, ma flèche pointe toujours vers le mur. OK? Donc, c'est la position de ma bulle d'élévation dans mon plan qui fait foi de la position de mon observateur et qu'est-ce qu'on doit voir dans mon élévation. OK? Évidemment, dans mon plan, je ne mettrai pas les petits bonhommes. C'est vraiment la bulle et la flèche qui va indiquer le sens dans lequel vous regardez et où vous vous placez dans votre plan. OK? Donc, si je fais la première élévation ici, puis je pointe vers le haut, bien en fait, petit truc, quand je fais une élévation, moi, je vais me servir de mon plan comme guide. Je peux même copier une portion de mon dessin. On fera un exemple tantôt. Puis l'idée, c'est de descendre les lignes, les arêtes pour représenter mon élévation. Donc, dans le cas présent, j'ai une élévation à faire, donc mon élévation 1. Je pointe vers mon meuble lavabo, je vois la toilette, puis éventuellement, je vais voir la baignoire. Donc, principalement, si je dessine mon contour de pièce, je suis positionné ici, bien évidemment, je vais monter mes lignes. Ça me donne la largeur de ma pièce. Je n'ai même pas besoin de mesurer. Je descends vraiment des... Puis on a vu qu'on pouvait utiliser des droites, là, les lignes infinies, que je vais couper au besoin. Moi, je me sers de ces lignes-là, puis je me fais des guides pour bien définir mon espace.
Puis après ça, je vais dessiner de façon distincte mes éléments à l'intérieur. Donc, mon plan lavabo, si je veux le dessiner, bien, je prendrai une droite. Je peux tout de suite la placer sur le bon calque. Donc, élévation en vert qui est 25. Puis, je viens tracer 2 droites, une de chaque côté de mon meuble lavabo. Ça va me donner sa position dans l'espace. Tout ce qui va me rester à faire, c'est de définir sa hauteur en fonction des critères exigés. OK? Donc, le plan va me servir pour tout ce qui est longueur, largeur, puis les hauteurs vont être définies par les critères qu'on aura établis. OK? Donc, si je regarde dans la pièce ici, j'ai une petite bulle qui m'indique quoi? Cette bulle-là sert à quoi dans un plan? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? La hauteur du plafond. Exact. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 7 pieds 6 dans cette pièce-là. Ça veut dire que si je trace une ligne de sol, qui est mon bleu, qu'on a dit 60 tantôt, bien, je peux décaler cette ligne-là à 7 pieds 6 plus haut. Ça va donner quoi? Ma hauteur de plafond. Et là, mes lignes que je vais avoir tracées en ligne guide, puis ma ligne de plafond, je vais les calibrer en 0,40. Ça va définir le contour de ma pièce. OK? Donc, on aura toujours dans nos plans des bulles pour nous indiquer les hauteurs des plafonds, puis les hauteurs des différents éléments. Bien évidemment, on va les définir en fonction des. Si c'est du mobilier sur mesure, on va avoir les dimensions qu'on va établir en cours de route. Est-ce que ça va pour l'étape 1? Donc, je descends ou je monte les droites. Moi, bien souvent, quand je fais une élévation, je place mon plan. Bon, ça, c'est une question d'organisation, de goût, là. Moi, bien souvent, ce que je fais, c'est que je vais prendre la portion de plan que j'ai besoin, puis je vais descendre mes lignes puisque je place mon observateur dans ma pièce et je descends mes lignes en dessous pour faire mon élévation. Étape 2, on va dans le détail. Donc, on va ajouter tout ce qui est fixe dans ma pièce. Donc, j'ai mon meuble lavabo. Donc, ce que je disais tantôt, hein, je me trace des droites de chaque côté de mon meuble lavabo. Ça me donne sa largeur. La hauteur sera définie par mes critères. Je vais ajouter à ça le WC. Donc, ça, faites-vous-en pas. On peut les dessiner de façon schématique, là. Si on avait besoin d'une représentation très, très, très pointue ou très précise de certains appareils sanitaires, dites-vous que les fournisseurs, les fabricants ont une librairie de blocs à notre disposition. Donc, si on était au cégep, je vous montrerai là, dans Intranet V-Clodage, j'ai mis plein de symboles pour Kohler, American Standard, etc. Donc, on peut aller chercher les éléments selon le choix qu'on fait de l'appareil sanitaire. On a la représentation en plan, en élévation, en profil. Donc, on peut venir positionner les blocs. C'est des blocs qu'on insérerait à ce moment-là. Si on n'a pas de blocs sous la main, on vient dessiner de façon schématique à l'aide des lignes. Donc, je peux faire des droites aussi pour savoir la largeur de ma toilette, par exemple, puis je viens tout simplement définir des hauteurs dedans. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. C'est schématique, ce truc-là. Sinon, c'est un bloc qu'on viendrait insérer au besoin. OK? Donc, à l'aide du plan, je viens repérer chaque arête, chaque position d'élément. Puis, à l'aide des hauteurs, ben là, je viens décaler. Donc, j'ai une plainte, exemple, à 4 pouces. Je viens décaler ma ligne. Ça va venir faire ma ligne. Et là, si vous regardez les calibrages qu'ils ont identifiés, ma moulure, elle est contre le mur. Elle est très, très loin. Hein? Elle est vraiment collée au mur. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en rouge. Si j'ai de la céramique, OK, dans ma zone baignoire douche, ben, je vais la mettre en rouge. On a un calque hachure, donc c'est en rouge. Pourquoi? Parce que c'est très, très loin. C'est collé contre le mur. Symbole graphique aussi. Les petites lignes obliques que vous voyez, là, c'est une convention graphique pour représenter les éléments qui sont réfléchissants. Dans le miroir, là, ils font des petits, ou si c'est du verre, ils vont mettre des petites lignes obliques comme ça. Encore une fois, c'est rouge. Pourquoi? Parce que c'est des symboles graphiques. Ce n'est pas important. C'est juste pour agrémenter un petit peu notre élévation. Là, je ne sais pas si. Est-ce que vous avez eu des cours d'éléments sur mesure, vous, à venir jusqu'à maintenant, ou dans vos cours? C'est quoi que vous avez présentement, cours de projet?
Un cours de projet. Cours de projet, cours de matériaux aussi? Oui. OK. Donc, dans ces différents cours-là, on va vous demander des critères spécifiques propres à eux, en fait. Donc, si vous regardez ici, dans mon meuble lavabo, on avait 2 portes, puis le petit pointillé ici indique le sens d'ouverture des portes. OK? Donc, c'est un symbole graphique. C'est seulement qu'une ligne, puis j'ai changé le type de ligne, je l'ai mis en caché. Ça vient montrer, si vous voulez, le côté où on a les charnières, puis ça montre en même temps comment la porte s'ouvre. OK? Donc, c'est des conventions graphiques que vous allez apprendre au fur et à mesure là, que les cours vont avancer, les sessions aussi, donc les élévations, ces éléments-là vont se complexifier en fonction des niveaux de détail et de projet qu'on est en train de faire. OK? Mais toutes mes lignes verticales, c'est à l'aide du plan. Puis toutes les lignes horizontales, c'est des hauteurs que je définis, qu'on aura à définir en fonction des différents éléments qu'on est en train de dessiner. OK? Donc, ça, c'est la deuxième étape. Donc, quand il vient le temps de faire des élévations, je vous l'ai dit tantôt, moi, si je fais des élévations dans ma salle de bain, ben, je fais faire une copie de la portion du dessin que j'ai à reproduire en élévation, puis je vais venir le copier à côté, puis je vais faire une rotation en fonction de l'orientation que je veux représenter ma vue. Dites-vous que à chaque fois que je fais une élévation, il faut toujours se placer comme ça, on était dans la pièce, puis toujours avoir l'élévation face à nous. Ça veut dire que si j'ai une bulle d'élévation ici qui pointe vers la gauche, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser pour que ce plan-là, je vais faire une rotation de 90 degrés pour que quand je vais monter mes lignes ou descendre mes lignes, selon le cas, ben, ça soit face à moi. Donc, si je regarde mon observateur, il pointe vers la fenêtre, ben, je dois avoir la fenêtre devant moi quand je la dessine. Donc, je vais la dessiner, et plus ou moins ici, là, la fenêtre, ma baignoire aussi. Donc, elle est face à moi. Donc, j'ai fait une rotation pour simplifier le travail. Dans les bureaux, il y en a plusieurs qui dessinent leur ligne à l'horizontale. Je trouve ça complexe d'avoir à se tourner la tête à chaque fois pour regarder la vue. Je trouve ça plus simple de faire une rotation du plan ou la portion de plan, puis je descends mes lignes toujours de la même façon. Donc, c'est à moi de positionner, si vous voulez. Tantôt, on avait l'élévation avec le plan lavabo, on descendait nos lignes comme ça. Bien, dites-vous que si je fais une élévation latérale, bien, je fais juste une rotation de mon plan pour, encore une fois, placer mes lignes à la verticale. Et comme ça, je suis toujours face à l'élément que je suis en train de représenter. Donc, c'est beaucoup plus simple à traiter. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Excellent. Donc, ce qu'il faut éviter en tout temps, c'est en fait, si vous ne faites pas de rotation de votre plan, regardez ici, là, j'ai une élévation et je pointe vers ce mur-là. C'est-à-dire que si je descends mes lignes, bien, mon image est inversée. C'est-à-dire que si je me place vraiment comme si j'étais l'observateur dans ma pièce, bien, en fait, la baignoire ou la portion baignoire qui est ici devrait être où? Devrait être à ma droite quand je regarde mon élévation. OK? Puis si je descends mes lignes directement comme ça, bien, ma section baignoire ou section latérale, elle est positionnée à gauche. Ça veut dire que si je représente mon élévation sans faire pivoter mon plan, puis je n'y pense pas, au final, les lignes sont à la bonne place. C'est juste qu'elle est inversée. Donc, on a utilisé ici une image miroir. Donc, on a utilisé miroir, puis on a fait une symétrie pour pivoter mon image. Afin de ne pas oublier de faire pivoter notre élévation, j'utilise toujours la même méthode. Je fais une rotation de mon plan pour pouvoir faire mon élévation. C'est-à-dire que ce plan-là, je viendrais faire une rotation de 180 degrés, puis là, je descends mes lignes, ma baignoire va tout de suite être à la bonne place et je n'oublierai jamais de cette façon-là de bien positionner mon élévation. Donc, si vous utilisez toujours la même méthode,
placez votre plan, toujours pour l'avoir face à vous, pour descendre vos lignes ou monter vos lignes. Vous faites des rotations. Si vous positionnez tout de suite votre plan, il n'y aura aucune chance que votre élévation soit inversée ou miroir au final. Okay? Donc, c'est à nous de positionner nos éléments correctement. Puis, comme ça, ben, il y a moins de risque d'oublier à ce moment-là. Okay? Donc, si je reviens à AutoCAD, puis je fais un exemple, je viens, par exemple, je vais aller chercher mon calque E-annotation. Je vais aller chercher insertion. Je vais aller chercher ma bulle de détail. Puis je viens la positionner, par exemple, ici devant mon lit. Je vais l'appeler élévation 1 pour les besoins de la cause. Je fais OK. Cette bulle-là, elle est dynamique. C'est un bloc dynamique. Ça veut dire que quand je clique dessus, oui, je peux m'en servir pour faire une bulle de détail, mais si je clique dessus, je peux faire une coupe, une élévation. Donc, si je clique sur élévation, ma flèche vient d'apparaître et c'est à moi de faire pivoter ma flèche pour montrer quelle élévation je veux faire. Donc, si je veux faire celle du haut, ma flèche pointe vers le haut, pas de problème. Je peux aller chercher mes droites, puis descendre mes lignes verticales, puis venir positionner mon mur, ma porte, mon mobilier. Donc, je peux prendre toutes mes lignes pour faire mes arêtes verticales. Et de cette façon-là, je peux dessiner verticalement. Si votre élévation, vous faites l'élévation de côté comme ça, là, vous dites, ah ben ouais, là, si je descends mes lignes, je ne peux pas le faire. Petit truc, vous pouvez prendre en tout ou en partie les portions de dessin que vous avez besoin. Vous pouvez les copier. Donc, je vais le copier à côté ici. Si vous remarquez, j'ai pris le lit aussi parce que mon observateur, là, la ligne qui est verticale ici m'indique où est-ce que je regarde. Donc, je regarde ni plus ni moins qu'en plein milieu du lit, finalement. Donc, ce que j'ai mentionné tantôt, j'ai copié la portion de plan que je veux avoir. Je vais faire une rotation. Mon point de rotation au centre ici. Je vais venir le positionner à la verticale pour pouvoir maintenant utiliser mes droites et là, faire mes arêtes. Donc, ma ligne de contour, j'ai ici. Je pourrais dessiner la position de mes portes coulissantes. Donc, j'utilise mes droites et je descends mes lignes. Donc, même principe tout le temps. Je peux me faire une ligne de sol. Je vais partir sur ma ligne. Peu importe la hauteur, pour l'instant, ce n'est pas grave. L'important, donc, si vous avez un plafond à 7 pieds 6, 8 pieds, 9 pieds, c'est selon la hauteur qu'on avait dans le projet. Ici, il n'y en avait pas. Donc, j'ai une hauteur de 9 pieds, par exemple. Je viens faire un décalage à 9 pieds. Ça, c'est la hauteur de mes plafonds. Donc, mes droites, on le sait, une fois qu'ils sont dessinés, je peux les ajuster, je peux faire ce que je veux avec. Donc, raccord, je peux raccorder mes lignes. Donc, ça ici, ça devient mon contour. Je peux même raccorder mes lignes du bas. Donc, la largeur de ma pièce est faite, la hauteur de ma pièce est faite. Je peux changer mes couleurs pour les élévations. Donc, ligne de contour, on a dit 40. Ligne de sol, 60. Et là, en fonction des éléments qui sont près ou loin de moi, je pourrais changer les couleurs. Mais c'est toujours le même principe. Je vais utiliser les droites. Donc, si je vais aller dessiner mes portes, je viens positionner. Donc, je peux même faire ma ligne centrale si je veux. Une porte standard fait 80 pouces de haut. Donc, si on se sert des lignes guides qu'on a déjà dessinées, à partir de la ligne de sol, si je fais un décalage de 80 pouces, bien, ça va me donner la hauteur de l'ouverture. À l'aide de ces lignes-là que je viens de définir, bien, je pourrais soit retracer une polyligne ou ajuster les lignes qui sont présentes pour former mon contour. Donc, si j'utilise la commande ajuster et je coupe mes lignes, bien, je vais avoir ni plus ni moins que le contour de mon ouverture. Je peux joindre mes lignes entre elles pour faire une polyligne.
Et après ça, utiliser ma section de calque pour lui dire, bon, ben ça, c'est mon contour de porte que je peux décaler, encore une fois, si j'ai une moulure de 4 pouces, par exemple, ben, je peux décaler et ça vient faire ma moulure. OK? Donc, à l'aide des lignes en plan, je définis toutes mes longueurs, largeurs et à moi de déterminer les hauteurs en fonction de mes besoins. Donc, voici un petit exemple d'éléments qu'on peut faire dans nos élévations. Chose à se rappeler, toujours placer le plan dans le sens où on veut faire notre élévation. Donc, toujours faire la rotation du plan pour toujours que l'élévation soit face à nous. Donc, très facile, positionnez-vous dans l'espace, orientez-vous dans le même sens que votre bulle d'élévation et à ce moment-là, vous venez positionner votre plan, faire une rotation finalement de votre plan. Pour la suite des choses, évidemment, c'est le projet final que vous devez terminer. Vous utilisez les consignes, donc vous suivez les étapes par étape, vous faites votre projet pour qu'au cours 12, nous puissions finaliser la mise en page, puissions imprimer et remettre ce document-là au prochain cours. Donc, bonne semaine à tous et à toutes.